Madame, monsieur, bonsoir. Tour d'horizon maghrébin dans cet épisode de Questions d'actu. Clash au Conseil de sécurité entre Omar Hilal et le ministre algérien des Affaires étrangères sur la Méditerranée. Démission de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye. Et enfin, les dessous de la première visite à l'étranger du nouveau président sénégalais. C'était en Mauritanie. Pour le débat, je reçois sur le plateau le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Srimi. Bonsoir. Bonsoir. Se joint à nous depuis Vancouver, Hicham Ouattadid, expert en stratégie politique. Bonsoir Hicham Ouattadid et merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Marhaba. Et depuis Abu Dhabi, le professeur d'études stratégiques au Collège de défense, Dr Mohamed Badil Yatioui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. D'abord, cette grande leçon de fact-checking sur fond de recadrage diplomatique, c'était hier à New York lors d'un débat ouvert au Conseil de sécurité. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a tenu à rappeler quelques faits. Quelques faits au chef de la diplomatie algérienne et de rappeler de la manière la plus factuelle que le Maroc a recouvert son Sahara de manière irréversible en 1975. C'était donc aux références biaisées au Sahara marocain et un parallèle fallacieux avec la Palestine fait par le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Une tentative manquée pour Ahmed Attaf de se détourner du thème principal de ce débat, à savoir le rôle des jeunes dans la lutte contre les défis sécuritaires en Méditerranée. Une manière de se laver les mains des atrocités commises par les autorités algériennes à l'encontre des jeunes ressortissants subsahariens qui pourraient s'aventurer sur le sol du voisin. Et sur ce point aussi, M. Hilal n'a pas manqué de rappeler des faits et principalement des actions, les actions entreprises par le Royaume du Maroc pour la préservation de la dignité des migrants en provenance du sud du Sahara. Professeur Srimi, un commentaire sur ce nouveau recadrage qui vient rattraper une tentative de se détourner du sujet principal de ces débats. Jusqu'à plus ample informé, c'est le 7e clash de notre ambassadeur à New York en direction soit de l'ambassadeur d'Algérie à New York, soit en l'espèce du ministre des Affaires étrangères. Donc nous sommes... C'est pas le même, hein. Oui. Il change régulièrement. Le ministre, c'est le ministre, le titulaire du département. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Algérie a-t-elle d'autres fixations que le Maroc? Je note depuis longtemps, sur ce plateau et ailleurs, vous le savez, que l'Algérie n'a pas de politique étrangère. Elle a une politique étrangère en Afrique, laquelle? Le président Tebboune, il y a 1 an et demi, est venu à un sommet de l'UE en disant on a $1 milliard pour financer et aider les jeunes, etc. J'ai vérifié, il n'y a encore aucun projet concret finalisé. Mais c'est la diplomatie du chèque. Ça ne marche pas très bien. Pour ce qui est du Maghreb, l'Algérie a-t-elle une politique? Voici 2 mois, à l'occasion du sommet du gaz qui s'était tenu à Alger, le président Tebboune a dit nous allons faire un Maghreb maintenant avec une autre dimension, avec la Tunisie et la Libye, une réunion trimestrielle, nouvelle entité, etc. La Mauritanie aussi. Ça a fait pchit, comme on dit. La Libye n'a pas donné suite, la Mauritanie encore moins, il se retrouve donc avec le président tunisien. Et l'idée, c'est de dire il faut promouvoir les intérêts supérieurs du Maghreb, etc. C'est vous dire que c'est cacophonique. Autre point encore, dans la Méditerranée précisément, quelle est la politique de l'Algérie en direction de l'Europe, en direction de l'Union européenne, etc. Encore moins la politique. Donc, je veux dire par là que c'est quelque chose d'intéressant pour nous observateurs, c'est-à-dire que le seul décodage possible de la diplomatie algérienne, c'est l'hostilité constante à l'endroit du Maroc. Ça s'est vérifié encore lors de cette conférence, qui était une conférence des Nations Unies sur les jeunes. Et sur ce plan-là, il a parlé de quoi? Il n'a pas parlé de la politique des jeunes qui est faite en Algérie. On va y revenir d'un mot. Certainement. Oui, il a parlé des atteintes donc à certains droits des atteintes qui seraient faites au Maroc. Il a parlé donc des jeunes migrants. Il a parlé de ça. Il aurait été mieux inspiré de parler de la politique des jeunes de son gouvernement.
Savez-vous quel est le chômage des jeunes en Algérie? C'est 16%, chiffre officiel. Il est de 18% pour les universitaires, 67%, les 2/3 des jeunes en moins de 30 ans. Il y a eu une politique des jeunes, je peux vous le dire, et du temps de président Bouflika aujourd'hui, c'était quoi? C'était de donner une aide pour monter des projets, pour acheter la paix sociale et donner donc l'équivalent de à peu près, ça variait la fourchette entre 1000 et 5000 euros pour convertir pour des projets. Mais il n'y a eu aucun projet. Pourquoi? Parce que l'argent a été utilisé par les jeunes pour d'autres choses. Et pourquoi encore? Parce qu'il n'y a pas une politique d'encouragement de l'esprit d'entrepreneuriat. Nous allons venir à ce point et on va vraiment aller dans le détail. Mais c'est juste, non, par rapport à cette... non, le parallèle fallacieux quand même qui a été utilisé par le ministre des Affaires étrangères avec la Palestine. Algérienne, naturellement. Mais j'y venais. Donc, on parle du Sahara, on parle de Méditerranée, et lui va... Je finis pour vous dire qu'il n'y a pas de... Vous me donnez un argument, il n'y a pas de politique étrangère, il y a une fixation avec des éléments de langage récurrents depuis toujours, et puis la comparaison entre la situation donc, de la Palestine actuelle et la situation prétendue dans les provinces sahariennes récupérées. C'est quelque chose d'invraisemblable, ça. Ça prouve qu'il n'y a pas de cohérence, ça prouve qu'il y a de la fébrilité. Et ce discours-là ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que comment il est reçu par la communauté internationale? Il est considéré comme irrecevable. Du fait que le dossier du Sahara marocain, il est où? Il est déposé à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. On l'a vu encore à la réunion à huis clos du 16. Et donc, c'est des arguments tout à fait fallacieux qui n'abusent personne. Enfin, un dernier point. Il faudra bien que la communauté internationale mesure que ce pays, tel qu'il est dirigé, dans les conditions politiques que nous savons, qui sont tout à fait à l'opposé des principes démocratiques, ce pays a des difficultés donc à se réinsérer de manière positive dans la communauté internationale et à respecter les règles. Très bien, je vous propose d'écouter donc à ce propos, ou plutôt sur le propos initial de cette conférence, qui est sur les jeunes du pourtour méditerranéen, je vous propose d'écouter le représentant permanent du Maroc à l'ONU, Sir Omar Hidal. Mon pays adopte également depuis plusieurs décennies une politique d'immigration qui se veut humaniste, pragmatique et solidaire, offrant une terre d'accueil et de dignité aux réfugiés et aux jeunes migrants, leur garantissant un accès égal à l'éducation, au logement, à la santé, à la formation professionnelle et à l'emploi. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour des pays voisins qui continuent de faire subir aux migrants sur leur propre territoire les pires violations des droits de l'homme, y compris en les abandonnant en plein désert. Ces mêmes pays continuent également de faire subir aux populations vivant dans les camps de réfugiés, les pires violations de leurs droits élémentaires, comme c'est le cas dans les camps de Tindouf. Le Royaume du Maroc joue également un rôle de premier plan pour la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et au-delà. Aussi, mon pays adopte des stratégies multidimensionnelles avec la coopération régionale et internationale à leur centre pour lutter contre les fléaux du terrorisme, de l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée. Monsieur le Président, le Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est président du comité Al-Quds, réaffirme sa position immuable en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, particulièrement l'établissement de son État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Je voudrais pour conclure réaffirmer ici que le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, continue d'être un havre de paix dans sa région et contribue aux efforts collectifs pour faire des deux rives de la Méditerranée un carrefour de paix, de stabilité, de développement et de respect mutuel, de dialogue interactif et civilisationnel, de main tendue à tous les voisins pour le bien-être de tous les pays de la région. Pour tous les pays de la région. Un mot peut-être en complément de ce qu'a dit notre ambassadeur à New York. Quel est le pays au Maghreb et en Afrique qui a une politique migratoire? C'est le Maroc. L'Algérie a une politique migratoire. On sait comment les migrants subsahariens sont traités dans les conditions
invraisemblable, indigne. Je ne parle pas de la Tunisie aussi, où c'est devenu une politique d'État. Ailleurs également, ça n'est pas mieux. Et le seul pays qui a une politique migratoire, c'est le Maroc. D'ailleurs, c'est l'Union africaine qui reconnaît cela, puisqu'en février 2017, quelques semaines après la réadmission du Maroc à l'Union africaine, c'est Sa Majesté le Roi qui a été consacré comme leader africain de la migration. Absolument. Mohamed Badil Yatioui, peut-être justement, pour faire aussi le lien avec ce que mentionnait à l'instant le professeur Srimi, nous sommes face à une politique de l'autruche quand il s'agit, alors avant de parler de la jeunesse algérienne et de sa situation aujourd'hui, parlons de cette jeunesse subsaharienne qui se retrouve sur le sol algérien et qui est conduite manu militari par la force vers la frontière sud. Est-ce qu'on n'est pas face à vraiment une politique qui est, alors je disais la politique de l'autruche, mais on y est aussi face à une politique qui prône les droits d'un peuple, alors que bafoue les droits élémentaires de l'humain, quelle que soit son origine. Alors, je vous remercie pour cette question. En fait, comme l'a très bien expliqué le professeur Srimi pour votre question précédente, en ce qui concerne les migrants qui viennent de différents pays africains et qui se retrouvent en Algérie, qui ensuite sont expulsés manu militari et des fois laissés dans le désert désœuvrés, on a ce qu'on appelle la diplomatie de la diversion. C'est-à-dire que la volonté de ne jamais assumer finalement ses actes et aussi ses paroles. Et on voit qu'on a des gens qui sont jetés comme ça dans le désert sans aucune autre alternative. Pas de politique migratoire, pas de politique étrangère, pas de vision. En fait, on voit clairement que l'Algérie s'est fâchée avec l'ensemble de ses voisins, à l'exception de la Tunisie ces dernières années. On voit qu'il y a aussi un problème. Qu'elle maintient sous perfusion, surtout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a des voisins, par exemple, de l'Algérie qui aimeraient avoir des échanges normaux entre États, avoir des rapports normaux, et le régime algérien empêche toute, on va dire, normalisation, tout dialogue. Et on le voit par exemple avec le Niger et le Mali, les relations sont de plus en plus tendues et la question migratoire est au cœur normalement de la relation bilatérale Algérie-Niger ou bien Algérie-Mali. Mais l'absence de dialogue, l'absence de coopération et l'absence de négociation empêche tout cela. Et bien entendu, quand on prend des Nigériens et qu'on les expulse comme ça dans le désert, ou des gens d'autres nationalités africaines et qu'on les jette dans le désert, ça ne peut qu'augmenter et qu'exacerber finalement les tensions entre les États au sud de la frontière algérienne et le régime qui est en place à Alger. Mais ça s'explique par la volonté finalement de rejeter l'autre, la volonté aussi de ne pas assumer ses responsabilités en matière de droit international, puisqu'il y a un certain nombre de protocoles et de conventions qui ont été, de traités qui ont été signés par l'Algérie, elle ne les assume pas. Et on voit aussi que, comme je le disais, la diplomatie de la diversion veut dire que c'est toujours la faute des autres. Et quand on parle d'un sujet, enfin en tout cas quand on est invité pour parler d'un sujet précis dans une instance aussi prestigieuse que les Nations Unies, la volonté de parler d'autre chose et d'attaquer comme quasiment tout le temps le Maroc, sans répondre réellement sur le fond et sans chercher à trouver des solutions concrètes face à des problèmes qui sont des problèmes de plus en plus présents partout dans le monde, le problème des migrations qui sont liés à tout un tas de facteurs. Bon, après, ça dépend de l'autre, parce qu'on refuse d'aider et de porter assistance à des personnes en danger en les laissant, comme vous le disiez, en plein désert, sans eau, sans nourriture. Des fois même, ils subissent des sévices physiques, des violences physiques de par les différents témoignages. Et on voit que l'autre, au contraire, quand il est séparatiste, eh bien, on l'aide. Eh bien, c'est à coût de plusieurs millions qu'on aide des séparatistes, ce qui crée encore plus d'instabilité, selon plusieurs rapports. Et pour reprendre cette analogie qui était faite par notre ministre des Affaires étrangères, le séparatisme et le terrorisme
ou l'extrémisme violent sont les deux faces d'une même médaille ou d'une même pièce. Donc là, c'est les deux poids, deux mesures, mais flagrants. C'est-à-dire qu'on refuse d'aider ceux qui sont vraiment, pour le coup, dans le besoin, et on aide des séparatistes qui font toutes sortes de violations des droits de l'homme, que ce soit dans les camps de Tindouf ou encore des violations du droit international avec tous les trafics de tout genre, humains, drogue, armes et j'en passe, et qui mettent de plus en plus cette région dans l'instabilité. Oui, Omar Hillel a très bien expliqué la situation. Son discours était très clair et est allé droit au but. En fait, le problème de fond qu'il y a derrière tout ça, et derrière tout ce qu'a expliqué le représentant marocain à New York, c'est qu'en fait, on a un pays du Maghreb qui, de par sa géographie, sa population et ses ressources énergétiques, est central pour normalement la construction du Maghreb et aussi pour les relations entre le Maghreb et le Sahel, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, mais qui n'a pas la volonté de construire quelque chose de positif. Il y a la volonté de détruire ce qu'il y a autour, il y a la volonté d'empêcher aussi les autres de construire quelque chose de positif, et tout cela est un véritable problème. Et il l'a très bien expliqué avec la volonté de soutenir depuis maintenant plusieurs décennies des séparatistes qui empêchent finalement le Maroc de retrouver par la voie onusienne, ce qui lui revient historiquement, juridiquement et diplomatiquement, et en même temps la volonté de soutenir des différentes factions ici ou là, ou bien d'empêcher des gens qui souhaitent vivre dignement de le faire, et en les poussant dans des situations encore pires que celles qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés. Et toutes ces contradictions-là, il les a très bien relevées, et votre question va dans ce sens-là, en fait. On voit qu'il y a une impossibilité, une incapacité, et aussi, bien évidemment, un manque de volonté de créer quelque chose. La volonté, c'est de détruire, semer le chaos, empêcher les projets concrets, la coopération comme elle doit se faire entre pays d'une même région, entre sous-régions, mais pour aller vers finalement le chaos et la destruction. Et c'est ce qui est assez dommageable et qui empêche à la fois l'Algérie, mais aussi l'ensemble de la région d'avancer ensemble, puisque son incapacité et son manque de volonté empêchent très clairement d'aller dans le bon sens et de voir les choses de manière positive. Et tant que les questions migratoires, par exemple, ne seront pas vues d'une manière différente, ça continuera de poser problème entre l'Algérie et ses voisins du Sud. Et tant que le régime algérien souhaitera porter atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté, finalement, en soutenant des séparatistes, bien évidemment, ça ne peut pas permettre la moindre création d'un espace maghrébin commun. Et ça, tout le monde s'en est rendu compte depuis maintenant plus de 5 ou 6 décennies. Oui, tout le monde s'en s'est rendu compte en fait de ce jeu d'ingérence. Le Mali, pas plus tard qu'il y a quelques mois, a décidé, ou les autorités maliennes ont décidé de mettre fin à cet accord d'Alger en affirmant que, je cite, l'Algérie était sortie de son rôle de médiateur et qu'il n'hésiterait pas à le rappeler aussi longtemps que c'est nécessaire. On n'hésitera pas à le rappeler non plus. Alors, Hicham Ouattadid, justement, parlons de cette question très très importante du développement socio-économique, parce qu'il était question du rôle des jeunes dans la lutte contre les défis sécuritaires en Méditerranée. Et bien sûr, dans ce pourtour méditerranéen, il y a un défi important, c'est celui du développement socio-économique par les jeunes, d'autant plus que, comme l'a rappelé Sishimi, l'essentiel, les 2/3 de la population, notamment algérienne, et c'est le cas aussi pour beaucoup de pays africains, les 2/3 sont des jeunes. Quid de l'intégration de ces jeunes-là? Est-ce que vous pensez que, justement, une partie, ou en partie, c'est à cause de l'échec aussi du Hirak, ce mouvement pacifique né, rappelons-le, il y a 5 ans, qui appelait à la chute du régime autocratique algérien et à une réforme civile et démocratique du pays? Est-ce que l'échec de ce Hirak n'a pas exacerbé la situation compliquée que vivent les jeunes algériennes et algériens? Je pense d'abord que, comme ils l'ont mentionné en fait les invités, il y a un manque en fait de vision chez le régime algérien de comment gouverner ou gérer un pays. C'est pour ça qu'ils essayent de se focaliser en fait sur le Maroc comme
seule fixation de gestion politique des affaires de l'État, et aussi ça leur donne une certaine légitimité où ils se la cherchent à travers le fait vraiment de créer cette vision chez l'opinion publique algérienne vis-à-vis du Maroc. Bien évidemment, les jeunes qui occupent vraiment une grande partie de la démographie algérienne, ils n'arrivent pas vraiment à se trouver au sein de cet État, au sein de la dynamique de cet État, parce que les dirigeants, en quelque sorte, sont en train de fixer leur énergie à s'aimer en fait l'opposition entre les deux peuples ou entre l'État algérien et marocain. Je pense que les dirigeants algériens n'ont pas pu vraiment créer un certain nombre d'opportunités, que ce soit en termes d'éducation, de formation pour ces jeunes. Il y a un échec à ce niveau, mais aussi le taux de chômage est élevé en fait chez les jeunes depuis plusieurs décennies. Et les différents Est-ce que la démocratie peut répondre justement à ces problématiques que vivent aujourd'hui les jeunes à cause de manque de politique publique, tout simplement, il faut le dire, en faveur de ces jeunes, que ce soit pour l'éducation ou pour des politiques publiques efficientes, pour donner une alternative à ces jeunes au lieu d'aller la chercher outre-Méditerranée? Mais je pense que les jeunes en Algérie, quand même, ils essayent de s'accaparer en quelque sorte les outils qui peuvent exister démocratiquement pour faire entendre leur voix. Mais le problème, c'est que la sphère politique, en fait, ou le contexte politique algérien ne leur permet pas d'exercer pleinement ce droit à l'intérieur de l'Algérie. C'est pour ça qu'on voit un certain nombre d'opposants à l'extérieur de ce pays qui essaient vraiment de militer à leur manière, de faire valoir leurs droits. Ça ne serait que des fois être des porteurs de messages de cette jeunesse à l'extérieur du pays. Je pense que ce manque en fait de vision chez les dirigeants algériens de mettre au cœur du développement de ce pays les jeunes, ça pousse un certain nombre d'entre eux de choisir l'alternative de traverser la Méditerranée de l'autre côté afin de se chercher un meilleur avenir, comme ils le prétendent, en Europe ou ailleurs. Je pense qu'il y a un échec à ce niveau, il y a un manque de participation aussi politique et de représentation chez les jeunes, contrairement à un certain nombre de pays vraiment dans la région. Et il y a aussi un certain nombre de programmes en fait réels et concrets qui sont mis en place pour aider ces jeunes à prendre part en fait de cette dynamique à l'intérieur de l'Algérie. Des fois, on peut entendre vraiment certaines politiques qui sont médiatisées, c'est-à-dire au niveau algérien à travers les canaux médiatiques manipulés par les officiels en fait de ce régime, mais ça reste vraiment que des politiques noires sur blanc, mais qui ne sont jamais presque traduits au niveau vraiment sur le terrain. Oui, alors, comme le disait l'écrivain et philosophe indien Jiddu Krishnamurti, l'esprit mûri ne fait pas de comparaison ou ignore la comparaison, mais la mesure. Et justement, en parlant de mesures, il s'agit de faits aussi, d'actions qui sont mesurables. Mustafa Srimi, pour clore ce chapitre de ce débat qui était tenu à l'ONU sur le rôle des jeunes dans la lutte contre les défis sécuritaires en Méditerranée. Quand je parle de comparaison, il suffit de regarder aussi le développement socio-économique pour les jeunes des provinces du Sud. Je veux dire, il suffit de jeter un œil de ce qui se fait à côté pour comprendre que développement il y a, épanouissement il y a, et investissement, certes, investissement public et privé, mais surtout investissement dans l'humain, qui fait partie intégrante du nouveau modèle de développement marocain. C'est un parallèle pertinent, vous avez raison. Il y a d'un côté une jeunesse désœuvrée, victime d'un système universitaire qui ne permet pas la formation de jeunes pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Deuxième difficulté en Algérie, c'est l'inadéquation entre le produit livré, c'est-à-dire les diplômés, et les entreprises. Il n'y a pas de partenariat. Troisième point, pour ce qui est des jeunes, je voudrais 10 secondes sur ce point-là. Pour ce qui est des jeunes, vous avez fait référence tout à l'heure aux jeunes dans les provinces, dans les camps de Tindouf. Il y a 40 000 personnes à peu près identifiées. Il y a entre 10 et 12 000 jeunes. Et dans ces 10 et 12 000 jeunes, quelles sont les perspectives de ces jeunes-là ?
ils ont deux perspectives. Soit être encadrés évidemment par les milices armées, soit en même temps et peut-être parallèlement s'engager dans les trafics de tout genre. C'est pour ça que c'est fondamental. C'est-à-dire que même pour ce qui est fait dans les provinces de la région de Tindouf, etc., c'est à des fins politiques. En revanche, il faut bien dire, dans les provinces sahariennes, il y a un potentiel exceptionnel. C'est-à-dire, c'est d'abord les meilleurs taux de scolarisation, vous le savez, de succès au bac et ailleurs, etc. Et puis, il y a des politiques publiques importantes, incitatives pour promouvoir, consolider l'esprit d'entreprise. Vous savez, il y a des dizaines de start-up à Dakhla et à Laayoune. Je peux vous donner le détail si ça vous intéresse. Mais on n'a pas le temps, parce qu'on a deux autres sujets qui nous attendent. dire qu'il y a un esprit d'entreprise et il y a une connexion avec les enjeux, les mutations donc du système international. Et ça, c'est au crédit au Maroc. C'est d'ailleurs valable dans les autres provinces du Maroc. Valable et consultable. Hein. Nous ne sommes pas en train juste de... Voilà, c'est public. Il suffit d'aller sur... statistiques publiques. Exact, sur le site web du CRI de Dakhla ou de Laayoune ou de Guilmim ou Adnoun, pour voir que ces jeunes sont en train de bouger et qui sont appuyés par l'État, pas à coup juste de subventions, mais ils sont accompagnés par les structures déjà en place, dont ces centres régionaux d'investissement. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, nous allons certainement y revenir. Deuxième sujet que nous traitons ce soir, et c'est toujours dans la région du Maghreb, cette nouvelle donne en Libye, à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Libye. C'était mardi, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, le Sénégalais, a présenté sa démission au chef de l'ONU, lequel l'avait d'ailleurs, il avait donné cette mission aux diplomates le 2 septembre 2022. Mohamed Badili, 18 mois seulement, Abdoulaye Bathily a pu vraiment tenir dans cette position. Comment interpréter cette démission après 18 mois seulement ? 18 mois et malheureusement l'impossibilité pour lui de faire avancer le dossier, on va dire, de la réconciliation entre Libyens. Il n'est pas le premier émissaire, il n'est pas le premier à démissionner. Un éminent diplomate sénégalais, et il y avait eu auparavant d'autres personnalités importantes, notamment Hassan Salamé par exemple. Ils n'ont pas pu arriver, on va dire, au bout de la réconciliation. Il y a deux camps qui s'opposent, principaux. On a le camp Sarraj puis Dbeibah à Tripoli, à l'ouest, le camp dirigé par le maréchal Haftar à l'est, différentes milices aussi qui contrôlent des petites zones. Et on a les ressources pétrolières immenses avec une population d'à peine 6 millions d'habitants et une impossibilité de trouver un accord depuis 2011 pour un gouvernement central. Ni sur, on va dire, la forme du gouvernement, ni sur la division, on va dire, du pouvoir, passer à un système fédéral peut-être. Ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Des ingérences de différentes puissances des fois qui sont extérieurs à la région maghrébine, très souvent même. Mais parce que le diplomate, justement, Abdoulaye Bathily, a tiré sur boulet rouge. Bon, il a attaqué bien sûr les belligérants en les accusant d'être égoïstes et de maintenir le statu quo par des manœuvres et tactiques dilatoires aux dépens du peuple libyen. Est-ce que c'est cela réellement ou c'est un affrontement par proxy entre l'Égypte et la Turquie, par exemple ? Par exemple, on a l'Égypte et la Turquie, il y a d'autres pays qui sont aussi impliqués directement depuis un certain nombre d'années. On a certains pays du Golfe, on a la Russie, on a d'autres acteurs. On sait que pour les Turcs et pour le président Erdogan, c'est un pays très important. Il y a eu des investissements qui étaient en cours avant l'intervention de l'OTAN en 2011 et le départ forcé de Muammar Kadhafi. Depuis, les Turcs ont tout fait pour maintenir tout cela, surtout à partir de 2019, en soutenant le gouvernement Sarraj puis le gouvernement de Beibah. On a des conseillers militaires turcs qui sont présents sur place, des drones turcs sont utilisés, les fameux Bayraktar. Donc on a tout un tas d'éléments qui font que la stabilité est très très loin et les négociations qui ont été mises en place depuis un certain nombre d'années par les Nations Unies, comme le processus dont on va parler qui avait eu lieu à Skhirat en 2015, finalement ne sont pas respectées puisque les interventions étrangères
pour un pays qui stratégiquement est important, notamment pour ses ressources énergétiques, mais aussi par sa position géographique, notamment en frontière avec le Niger, le Tchad, l'Égypte évidemment et l'Algérie. Donc ça intéresse beaucoup de gens. Il y a la question migratoire aussi qui est liée. Il y a des trafics de drogue qui profitent de cette instabilité, des groupes terroristes qui se sont implantés. Il y a un crime organisé qui augmente de plus en plus et c'est assez malheureux puisqu'on ne voit pas de perspective. Pour d'avenir, on ne voit plus d'unité libyenne malheureusement. Beaucoup d'élections ont été repoussées, beaucoup d'émissaires ont démissionné et en fait on se rend compte qu'on n'a pas de projet commun entre ces différentes milices. On a même parlé à un moment donné d'un retour de Saif al-Islam Kadhafi, à un moment donné on a même parlé peut-être d'un retour de la monarchie. Les Sénoussis, donc qui ont été chassés en 1969 par Kadhafi. Donc vous voyez, il y a plein d'options sur la table, mais aucune ne fait consensus et empêche en fait les trois régions cyrénaïques, Fezzan et Tripolitaine, de s'unir à nouveau et d'essayer de développer un projet commun, un projet national. Et c'est le grand drame de la Libye depuis 2011. Effectivement, et puis on a le scénario aussi, vous l'avez évoqué à très juste titre, Mohamed Badili Atiwi, de Hassan Salamé, qui était juste avant le diplomate sénégalais qui vient aussi de jeter l'éponge, mais aussi l'autre sénégalaise, Stéphanie Williams, qui a aussi été assigné à cette mission par le secrétaire général de l'ONU. Alors, la question qui se pose, que peut-on attendre d'une intermédiation onusienne pour gérer, ou en tout cas pour trouver une solution à cette crise qui dure depuis quand même depuis 2011. Mais Hicham Mouatadid. Je pense que quand même le problème est un problème interne mais aussi international. C'est vrai que les Nations Unies a essayé depuis un certain nombre d'années d'être présente et surtout d'appuyer aussi vraiment une certaine unité nationale pour qu'ils puissent sortir de cette crise politique. Mais il y a encore des efforts à être faits pour que les Libyens en fait soient prêts à sauver en fait les institutions ou l'État en fait autant que tel. Je pense qu'il y a quand même un manque de volonté politique libyen, mais surtout de la part des dirigeants qui essayent de vouloir vraiment s'accaparer le pouvoir, que ce soit le clan, notamment entre les deux grands clans, celui de Tripoli et de Benghazi, surtout avec le support des États étrangers, notamment l'Égypte et les Émirats arabes unis qui essayent de supporter ceux qui sont à Benghazi et la Turquie qui essaye d'être du côté de Dbeibah. Jusqu'à présent, les Nations Unies vraiment reconnaissent uniquement le gouvernement qui est à Tripoli, mais l'envoyé spécial de l'organisation ne peut pas jusqu'à présent trouver un certain terrain d'entente entre tous les composants politiques et autres autour d'un projet commun. Il y a des obstacles qui ont été créés par ces dirigeants libyens pour des raisons personnelles notamment. Il y a une déconnexion aussi à un certain niveau entre les dirigeants et la population, comme il l'a mentionné l'envoyé spécial des Nations Unies. Il y a aussi ce qu'on appelle une certaine ingérence étrangère de certaines initiatives parallèles, qui fragilisent la présence des Nations Unies au niveau de ce territoire libyen. C'est un problème très complexe. Il y a aussi une certaine manière de ne pas respecter jusqu'à certains points le processus démocratique, puisque la Chambre des représentants a été élue depuis 2014 et qui n'a pas été encore réélue de nouveau. Il y a le Haut Conseil d'État qui a été composé depuis 2012 mais qui n'a pas été changé depuis cette date-là. Donc il y a un problème politique, démocratique, juridique. Il y a une certaine culture politique qui n'aide pas, que ce soit les Nations Unies à faire son travail auprès des Libyens, mais aussi, certains rapports indiquent que les Américains et les Français n'ont pas appuyé l'envoyé des Nations Unies comme il se faut pour qu'il puisse réussir sa mission à l'intérieur de la Libye. Et cela aura certainement des conséquences peut-être ou pas sur le règlement de cette crise entre les dirigeants rivaux Mustafa Srimi, et surtout il y a une médiation et pour le coup c'est une médiation qui est objective et surtout sans intérêt. Si ce n'est celui de l'unification et de la paix, et ça a été évoqué par Mohamed Badili Atiwi, ce sont ces réunions de Srerat.
et cette médiation marocaine qui vient, sans pour autant être loin d'être intéressée, pour essayer de réconcilier ces rivaux. C'est vrai. L'émissaire personnel dans les Nations Unies, le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, a été nommé il y a 18 mois, en novembre 2022. Et avant lui, le poste était vacant, c'était Hassan Salamé. Mais il y a eu une candidature qui a été faite par un pays voisin qui a présenté le nom de son ancien ministre des Affaires étrangères, Lamtala Mamara, pour être envoyé donc spécial à lui. Ça a été récusé par le Conseil de sécurité. J'en tire comme conclusion ceci, c'est le peu d'influence de l'Algérie. La diplomatie algérienne, qui quand même était forte du temps du président Bouteflika, etc., une position d'influence, voit son candidat, ancien ministre des Affaires étrangères, récusé par le Conseil de sécurité pour être émissaire de l'ONU dans une région qu'il connaît, c'est-à-dire en Libye. Et voisine. Et oui, voisine, absolument. En plus, un pays frontalier. Alors, pour la question que vous avez posée, première observation, il ne faut pas, me semble-t-il, surdimensionner le mandat de l'envoyé personnel des Nations Unies en Libye. Pourquoi ? Parce que ça n'est qu'un facilitateur, c'est-à-dire un public relations, donc pour faire des contacts. Alors, si on prend l'autre envoyé spécial, par exemple, je ne sais pas, Stéphane de Mistura, avec sa visite en Afrique du Sud, si il est dans la facilitation ou dans la complication. Hein. Oui, mais sauf que Stéphane de Mistura est sorti de son mandat strict et qu'il n'a pas respecté parce qu'il a fait montre d'un parti pris. Il est sorti des clous. En revanche, le diplomate sénégalais, Abdoulaye Bathily, n'est pas sorti du coup. Il est allé sur place, il voit les gens, il voit, etc. C'est ça la différence. Et donc, c'est-à-dire comment l'émissaire conçoit, exerce son mandat. En l'occurrence, c'est un grand diplomate, il a de grandes qualités, nous le connaissons au Maroc, vous le savez. Et il s'est heurté, évidemment, à une situation particulière. Il a un mandat, mais ceux qui lui ont donné ce mandat ne sont pas prêts à aller au-delà. Alors, la position du Maroc, elle est constante, c'est ça que je voudrais relever, elle est constante et elle a été illustrée par le rôle d'accompagnateur, de facilitateur du Maroc que ça a conduit aux accords de Srira de décembre 2015, qui ont été préparés par de précédentes sessions importantes, laborieuses. Le Maroc soutient que les accords de Srira, d'ailleurs, les Libyens aussi en sont convaincus, mais pas les états-majors, que c'est le seul cadre de référence possible pour arriver à un processus articulé comme suit. Des institutions, et pour arriver à des institutions, il faut des élections, notamment des élections parlementaires, l'élection du chef de l'État. Nous n'en sommes pas là. Troisième niveau, me semble-t-il, c'est le fait que la communauté internationale n'est pas très mobilisée sur la question libyenne. Et finalement, elle paraît s'en accommoder. Il y a un émissaire désigné, il y a ce qu'il y a. La communauté internationale n'a plus la main ni pour considérer ce dossier comme prioritaire parce qu'il y a tellement d'autres grands dossiers chauds sur la scène internationale. Et puis donc le statu quo arrange finalement pas que les rivaux en interne, mais aussi la communauté internationale. Ça ne les arrange pas. Je vais nuancer, si vous le permettez. On s'en accommode. Voilà, parce que ça n'est pas prioritaire. Pour les États-Unis, la France n'a plus la main, n'est pas audible pour ce qui est de la politique en Libye ou ailleurs, etc. Les États-Unis ont d'autres priorités, donc la Libye finalement. Et puis ce qui se passe en Libye reste un seuil bas. Un seuil bas, ça n'est pas une menace pour la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne, etc., sauf pour ce qui est de la connexion entre la Libye et ce qui se passe au Sahel. Là, ça devient préoccupant pour les Américains et les Français. Et puis, ce qui se passe en Libye, les groupes, il y a un périmètre, il y a un partage de périmètre et d'intérêts. D'un côté, Benghazi, vous savez, de l'autre, Tripoli, etc., c'est connu. Et finalement, donc, de temps en temps, il y a des choses. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas un État capable d'assurer, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'unité militaire, il n'y a pas d'unité politique. Et ça a donné il y a quelques semaines des milices armées en plein Tripoli en train de tirer à droite et à gauche pour faire pression sur X, Y, etc. Donc,
je ne veux pas faire montre de pessimisme, mais de réalisme, les choses sont ainsi, sans une grande mobilisation de la communauté internationale et des acteurs principaux, États-Unis, Turquie, Égypte, Émirats arabes unis, il y a peu de chances d'arriver à une solution. Je doute que pour l'instant, on aille très loin dans ce processus de paix et d'unité. Et on va aller à présent à notre dernière escale dans cette émission. On va s'envoler vers des terres plus calmes, plus stables et plus en paix, à savoir la Mauritanie, qui vient d'accueillir pour sa première visite à l'étranger le tout nouveau président du Sénégal, Bassirou Faye Diomaye. Alors, il y a beaucoup de points en commun. On peut les voir ici, les deux chefs d'État côte à côte. Donc, le protocole et cette première visite donc, de ce jeune président, 5e de la République du Sénégal, Moustapha Srimi, beaucoup de points en commun entre le Sénégal et la Mauritanie. Et on peut comprendre que ce soit sa première visite à l'étranger. Vous savez, ça me fait penser, en comparaison, à la première visite d'un chef de gouvernement d'un ministre des Affaires étrangères espagnol au Maroc, compte tenu de la proximité, etc. Mais évidemment, il y a beaucoup. Alors, c'est important parce que c'est un pays frontalier. Ils ont de gros intérêts communs, des intérêts économiques, culturels, ethniques. C'est important. Il y a des communautés de chaque côté du fleuve Sénégal. Et il y a aussi des dossiers économiques. Dossiers économiques, c'est notamment, il y a ce contentieux pour ce qui est des problèmes de pêche et d'élevage qu'il y a et qui donnent lieu à des incidents armés. Mais je pense que ce n'est pas le point le plus important. Je pense que c'est pour le nouveau président sénégalais, c'est s'inscrire dans une démarche africaine, j'allais dire africaniste, et le pays évidemment le plus proche, c'est la Mauritanie. Et on rappelle que pour son investiture, il y avait le président mauritanien et aussi bien sûr cette invitation exceptionnelle qui a été adressée au souverain, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, seul dans la région, qui a été convié à assister à l'investiture du jeune président. J'ajoute un point, si vous le permettez, particulier pour ce qui est du président mauritanien. Il est président en exercice de l'Union africaine. Et donc, c'est intéressant pour le président sénégalais de prendre langue avec le président en exercice de l'Union africaine jusqu'à février 2025 et d'essayer de faire avancer ses idées de panafricanisme, donc en les expliquant davantage au président mauritanien. Nouvelle vision panafricaniste ou panafricaine, nouvelle vision aussi souverainiste de Bassirou Faye, Mohamed Badil Yatioui. Et comme évoqué par mon cher professeur Srimi, effectivement, il y a beaucoup d'intérêts communs. Et le tout récent, ce sont des intérêts énergétiques, notamment gaziers, avec ce projet gazier Grand Tortue à Maïm, que partagent donc la Mauritanie et le Sénégal, dont les travaux de production devraient commencer là au 3e trimestre de l'année en cours. Donc, et cela vient aussi conforter cette vision de ce nouveau président, cette vision de panafricanisme et panafricanité, de souverainisme et aussi de souveraineté énergétique. A fait campagne avec son ami Sonko, qui ne pouvait pas se présenter, qui en principe était le leader. Lui était plus le théoricien. Et finalement, les rôles se sont un peu inversés. Mais les deux ont toujours défendu une vision assez souverainiste à la fois du Sénégal et de l'Afrique, une volonté de meilleure répartition des ressources et aussi une critique qui était quand même assez forte de l'équipe sortante, soit du président Macky Sall ou de M. Ba, qui a été battu, l'ancien Premier ministre de Macky Sall. Et la question énergétique, bien sûr, va être au cœur, puisque le gaz qui serait présent dans les eaux territoriales sénégalaises est aussi présent dans les eaux territoriales mauritaniennes, donc ils vont devoir se partager cela. Et c'est bien sûr une ressource qui, dans la vision de la nouvelle équipe dirigeante sénégalaise, va permettre de financer un certain nombre de projets de développement.
Reste à savoir quelles vont être leurs priorités, puisque c'est quand même une victoire écrasante au premier tour avec 54% des voix. Une jeunesse sénégalaise qui les a fortement soutenus et poussés, aussi bien dans la rue que dans les urnes. Donc, il va y avoir la volonté de développer économiquement et socialement le Sénégal, en coopération, bien sûr, avec la Mauritanie. Son prochain voyage, le deuxième, va être en Gambie, qui est un autre voisin. Et donc, cela donne un peu le là, pour des raisons évidentes que le professeur Semi a très bien expliqué. Il y a des questions ethniques, il y a des questions géographiques et historiques évidentes. Et maintenant, il y a une volonté de développer différemment le Sénégal de ce qui a été fait, on va dire, sur les 20 ou 30 dernières années, ou peut-être même depuis l'indépendance, avec une critique assez forte des politiques qui ont été menées, politiques dites libérales, même si on peut en discuter si on rentre vraiment dans le détail, et une volonté d'avoir une vision souverainiste plus affirmée. La question va être celle de la réalité de la gestion des affaires. Là, il passe, on va dire, d'opposants, avec un discours que ces opposants, ces anciennes majorités, désormais opposition, vont traiter de populistes. Et on va voir comment la réalité du pouvoir, la gestion quotidienne des affaires, va avoir un impact sur les rêves qu'il a promis et qu'il a vendu à la jeunesse sénégalaise et à la population sénégalaise dans son ensemble. Et tout dans quelle mesure est-ce que vous pensez que quand on annonce quand même le projet de renégocier des contrats, notamment liés aux matières premières, et bien sûr nous savons très bien qui sont les entreprises qui sont principalement dans ce secteur, dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qu'est le Sénégal, est-ce que, dans quelle mesure pensez-vous que ce soit réalisable, justement, ces promesses de campagne du président? C'est pour ça qu'il y a toujours cette limite. Il y a une critique très forte, on va dire, des entreprises occidentales. On sait que, par exemple, le projet mauritano-sénégalais d'extraction de gaz est, on va dire, suivi et mis en place par une société britannique. Donc, on voit déjà, on va dire, un premier problème à l'horizon, si on se place d'un point de vue du discours électoral et de la théorie. Donc là, il va devoir passer de la théorie à la pratique, il va devoir passer du rêve à la réalité, et ça va être, je pense, le plus difficile. Et ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, puisque on sait que le discours est assez volontariste, mais que la réalité à la fois monétaire, budgétaire, et la réalité financière tout court d'un pays comme le Sénégal est grandement dépendante d'autres pays, alors pas forcément occidentaux, puisqu'il y a d'autres acteurs ces dernières années qui sont devenus des acteurs importants dans ce pays. Il y a le Maroc, bien évidemment, il y a la Turquie, il y a des pays comme les Émirats arabes unis ou le Qatar ou l'Arabie saoudite qui s'intéressent au Sénégal et qui vont certainement s'y intéresser encore plus, mais ça contredit un peu le souverainisme et la difficulté, je pense, à dégager des marges de manœuvre pour pouvoir tout faire tout seul. Je ne connais pas beaucoup d'États qui en ont la capacité et même des États qui sont des grandes puissances d'un point de vue international. Donc, il va falloir réussir à jongler pour mener à bien ces projets sans décevoir la population et sa base électorale et en même temps s'adapter à une réalité économique qui est une réalité finalement à laquelle personne ne peut s'extirper réellement. Une autre réalité vraiment qui s'impose, et je le disais tout à l'heure dans mon introduction, deux pays, dont un autre point qu'ils ont en commun, c'est des pays en paix, dans une région quand même très instable et en proie à plusieurs facteurs, à plusieurs risques de tension, notamment d'extrémisme violent. Et là, on voit que effectivement, le Sénégal, comme la Mauritanie, Hicham Ouattadid, ont ça en commun. Ce sont deux exemples de paix et de stabilité. Peut-être un rappel aussi des bases de cette paix et stabilité dans ces deux pays. Je pense que quand même ces deux pays ont essayé jusqu'à présent, ont réussi en fait leur mission de conserver ce statu quo en fait de paix dans la région malgré en fait les menaces d'un certain nombre de groupes terroristes et criminels qui menacent la sécurité dans cette région, sachant que vraiment ces groupes ont été multipliés, le nombre de ces groupes ont été multipliés de 7 depuis 2014, mais jusqu'à présent, la Mauritanie et le Sénégal ont pu quand même maîtriser leur région, bien évidemment avec l'aide d'un ensemble en fait de pays amis et frères, notamment le Maroc.
Mais il y a quand même un certain nombre de défis qui s'imposent entre les deux pays, notamment au niveau des conflits territoriaux et maritimes, avec le projet de gisement du gaz naturel. Mais cette visite va quand même ouvrir un certain nombre de ponts diplomatiques et politiques entre les deux pays. Et je pense que, mis à part en fait ce projet de gisement de gaz naturel, il y a aussi les accords de pêche, comme l'a mentionné le professeur Semi, qui vont vraiment s'imposer dans les discussions entre les deux chefs d'État, surtout avec la problématique sécuritaire et aussi le conflit juridique entre les deux pays par rapport à un certain nombre de pêcheurs dans les eaux maritimes de la Mauritanie. Il y a aussi ce projet de pont en fait entre les deux pays qui va s'imposer lors des discussions entre les deux chefs d'État et aussi, comme l'a mentionné le professeur Semi, cette interdépendance en fait ethnique et démographique entre les deux pays qui ne cesse d'augmenter, de s'agrandir et aussi qui fait appel à un certain nombre de solutions suite à un certain nombre de problèmes qui vivent ces ressortissants qui vivent des deux côtés de la frontière. Je pense quand même il y a une certaine volonté de la part de la nouvelle présidence, mais quand même il y a un certain nombre de défis auxquels ils vont faire face, notamment aussi ces barrières commerciales et réglementaires qu'ils doivent mettre en place pour faciliter cet échange, parce qu'il y a un manque énorme au niveau de la réglementation entre les deux pays. Il y a aussi une certaine faible en fait capacité institutionnelle qui va veiller vraiment à renforcer les liens entre les deux pays d'un point de vue stratégique et de gestion de relations diplomatiques. Et aussi, il y a ce qu'on appelle un certain nombre de défis environnementaux. Et on sait très bien que cette région fait face à un certain nombre de défis environnementaux que ces deux dirigeants vont essayer vraiment de gérer afin qu'ils répondent aux attentes des deux populations. Excellente analyse, merci beaucoup d'abord Hicham Ouachadid. Merci d'avoir été avec nous ce soir, toujours un plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous sur des sujets d'actualité dans cette émission. Merci. Merci beaucoup. Et bien évidemment, je vous remercie, vous également, Mohamed Badil Yatiwi, cela va de soi. Merci beaucoup encore une fois d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci à vous, plaisir partagé. Merci, aux côtés bien évidemment de notre cher Mustafa Srimi. Merci professeur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée à tous.